venue, merci de participer à cette conférence de presse de présentation des candidats du Rassemblement national Droite populaire pour les élections législatives de juin prochain. Le casting perpignanais est un casting féminin sur l'ensemble des circonscriptions, avec un ancrage local, évidemment, des suppléants qui appartiennent tous au territoire de notre département, aucun parachuté, des adjointes de la ville de Perpignan, qui ont une expérience significative de la gestion aujourd'hui d'une collectivité, une ancienne candidate sur la 3e circonscription, qui connaît un peu, évidemment, la méthode du territoire. Je ne sais pas si on va dire les noms, comme ça vous les avez, mais après je vais les redire. Sur la une, donc Anaïs Sabatini. Sur la 2. Pardon. Sur la 2, on va commencer par la mienne, puis les questions vont venir sur la mienne aussi. Anaïs Sabatini et comme suppléant, Julien Botel, qui est conseiller municipal de Rivesaltes. Sur la 1, Sophie Blanc, Anaïs Sabatini, adjointe contentieux, marché public, mais qui est aussi avocate de métier, et qui habitait le Vernet, qui est un pur produit perpignanais, ex-droite, comment ça s'appelait ? Jeune populaire. Sophie Blanc, avocate, adjointe des conseillers régionales, qui partira sur la 1re circonscription, avec comme suppléante Madame Carla Mutti, qui est ici, qui est membre de mon cabinet municipal et qui a été aussi candidate sur le fameux canton dont on attend l'annulation, le canton de Canoës Saint-Martin, une décision qui devrait arriver en septembre ou au mois d'octobre. Le conseiller municipal de Canoës. Sophie Degor Suche sur la 3, qui était déjà candidate aux dernières élections législatives, face à Madame Goetz, et qui a comme suppléant Gilles Foxonnet, maire de Bachas, vice-président de l'agglomération. Et dans la 4e circonscription, Michel Martinez, qui est Bagnoulin à l'origine, Bagnoulin que Mademoiselle Chrétien, Laura, qui a été candidate, elle, aux élections départementales sur Val-Espire. C'est ça. Et donc, qui connaît aussi le territoire. Donc, les inscriptions ont eu lieu, c'est bien ça, messieurs ? Ce matin, à la préfecture, tout est déposé, les documents sont pratiquement prêts, la campagne qui a maintenant commencé. Nous recevrons Marine Le Pen le 9 juin, je ne sais pas pour un meeting, mais pour une visite du département, en tout cas une conférence de presse, c'est sûr, et peut-être marché, on n'a pas encore déterminé. Notre repas de rentrée, on va dire, en matière, se fera ce dimanche. Frédéric, c'est confirmé ? Oui. Ce dimanche 22, pour lancer ces élections législatives. Et à partir de là, marché, réunion publique dans toutes les villes qui comptent dans ce département. Évidemment, avec la ferme ambition de dépasser le score que nous avions eu la dernière fois aux élections législatives et qui avait valu mon élection sur la 2e circonscription. Donc
Ne me demandez pas qu'est-ce qu'on aimerait comme objectif. Mieux. Mieux, ça va de 1 de plus au Grand Chelem, après tout, pourquoi pas. Si on regarde les scores de Marine Le Pen sur ce département, c'est plus qu'encourageant, puisque avec près de 56%, je pense que le RN est aujourd'hui installé d'une manière très importante et durable dans notre département. Le seul, je vais dire, challenge pour nous est de mobiliser notre électorat. On sait très bien aujourd'hui que c'est un électorat populaire et on a pu voir dans l'élection présidentielle comment finalement c'était l'explication sociale qui marquait le vote selon les quartiers, en ce qui concerne Perpignan, et comment à l'extérieur de Perpignan, eh bien, je pense que dans toute la ruralité, partout dans le sud-ouest d'ailleurs, le vote en faveur de Marine Le Pen s'est exprimé d'une manière évidemment très importante. Et notamment la mobilisation sur Perpignan. C'est là que sera la clé de l'élection de nos 3 députés dans les circonscriptions qui touchent Perpignan. Et c'est ce à quoi nous allons nous astreindre, parce que je pense que c'est évidemment important pour la suite. J'ai analysé ces résultats à la présidentielle, vous avez pu sûrement le lire ou le voir. Plus vous êtes dans un quartier aisé, plus vous votez Macron. Plus vous êtes dans un quartier populaire et qui commence à avoir des difficultés classe moyenne basse, et plus vous votez Marine. Ce qui n'était pas du tout la même configuration que le vote par exemple à l'élection municipale. Mais on s'aperçoit qu'il y a... Et c'est un vote en plus qui se confirme. Pour avoir lu les analyses de Lebourg et de Fourquet sur les scrutins précédents, c'est quand même quelque chose que l'on retrouve. Et c'est quelque chose évidemment qui nous interpelle à tous et sur lequel on travaille et on va travailler d'une manière appuyée. Un petit mot sur la droite, puisqu'elle disparaît petit à petit des écrans radars. Et j'en profite pour lancer un appel à cet électorat, en leur disant qu'il ne sert à rien de voter pour des candidats et des candidates qui, dans tous les cas de figure, ne sont pas en capacité de gagner quoi que ce soit dans cette élection législative et qui sont, j'allais dire, pour la plupart en discussion poussée avec la République en marche. Je ne vois pas comment Mme Gavalda, par exemple, qui est présidente des Républicains, peut à la fois tenir un discours législatif d'indépendance avec sa formation politique et de préparer un binôme avec le maire à la République en marche de Canoës. Ça me paraît douteux comme attelage, et donc nous ne manquerons pas de le dire à nos concitoyens. Il y a cet électorat qui petit à petit a quitté les bancs des Républicains pour rejoindre le Rassemblement national. Un mot aussi sur nos adversaires de gauche, qui sont pour moi l'emblème de l'opportunisme politique, car je ne sais pas comment on peut qualifier un accord, comment on pourrait dire, un accord aussi contraire que la logique le voudrait. Moi j'ai vu des candidats passer leur temps à critiquer les socialistes, à critiquer les Verts, et inversement, des candidats socialistes ouverts critiquaient M. Mélenchon pour dire tout le mal qu'ils pensaient de lui, de son soutien aux dictatures d'Amérique latine, à M. Poutine carrément, sur l'Ukraine, sur le nucléaire, avec les communistes, etc. Et aujourd'hui, comme par enchantement, tous ces gens se retrouvent tout simplement pour se partager des postes de députés, ne sachant pas très bien ce qu'ils feront le jour où ils seront à l'Assemblée, chacun évidemment tirant dans un sens différent. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il nous faudra dénoncer pendant cette élection, car évidemment, les gens qui ont voté Mélenchon ne sont pas tous, j'allais dire, derrière M. Mélenchon et ont voté M.
Mélenchon pour des sujets très précis, lui aussi de pouvoir d'achat, mais de qualité de vie et aussi d'une certaine manière de défense de l'environnement, mais qui n'est pas évidemment celle qui était défendue par M. Jadot et quelques autres. Donc c'est quelque chose qui est assez surprenant de voir aujourd'hui cette alliance contre nature, avec, je l'imagine, l'enjeu de la présence dans ce département socialiste de candidats socialistes, puisque pour l'instant, si les informations sont bonnes, il n'y a que sur la 4 qu'un candidat socialiste s'est déclaré. On verra si sur le reste des circonscriptions... Mais c'est Mme Delga qui joue sa survie aujourd'hui. C'est elle qui a organisé ce bras de fer, et c'est elle qui se bat aujourd'hui, j'allais dire, d'une manière, il faut le dire, assez courageuse, contre cette alliance des contraires. Et même si Mme Delga est une sectaire de la pire espèce, et qu'elle passe son temps à combattre des choses qui sont fantasmées pour la plupart, en tout cas en ce qui nous concerne, eh bien aujourd'hui elle est dans un combat dont elle n'imaginait pas, je suppose, qu'il serait celui de sa survie politique dans cette région Occitanie, au moment où la Front de gauche s'est arrogé les places de choix, puisque dans un département comme le nôtre de 4 circonscriptions, 3 circonscriptions vont à la République en marche, à la France insoumise, et une circonscription au vert, effaçant le Parti socialiste, effaçant le Parti communiste, ce qui quand même nécessairement aura des conséquences. Et un mot enfin sur Reconquête. Je fais partie de ceux qui, au sein du Rassemblement national, se sont mobilisés pour qu'il n'y ait pas d'accord avec Reconquête, pour ne pas justement ressembler à M. Mélenchon. Car quand je ne partage pas des idées avec certaines personnes, je ne suis pas obligé d'en épouser les accords et d'en épouser les contours. Et je pense qu'avec Reconquête, et après la campagne de M. Zemmour en France, on partage certainement quelques constats sur certains sujets, mais on ne partage pas du tout l'ensemble de ce qu'il a pu développer à la présidentielle, et j'allais dire, on rejette même une certaine partie de ce qu'il a pu développer, que ce soit en matière de pouvoir d'achat, qu'il n'a jamais défendu, ou très peu, que ce soit en matière énergétique, que ce soit en matière de place de la France dans le monde. On n'est pas nécessairement sur la même longueur d'onde, et je ne vois pas comment on aurait pu s'allier aujourd'hui avec des gens avec qui on ne partage pas une majorité de points de notre programme. Et c'est d'autant plus vrai dans les Pyrénées-Orientales qu'en plus, ici, ce sont d'anciennes du Rassemblement national qui ont basculé chez M. Zemmour. Donc finalement, je trouve que notre position elle est très cohérente, très logique. On se bat sur nos idées, on se bat avec nos candidats, avec nos élus, et on évite de faire des petits arrangements qui nous auraient valu, sans nul doute, la critique d'un certain nombre de personnes et de soutiens. Car je rappelle qu'en matière d'élection, l'addition de force n'est pas nécessairement une addition de résultats. Et ce n'est pas parce que vous additionnez les scores du RN avec ceux de M. Zemmour que nécessairement c'est les scores que vous auriez pu retrouver aux élections législatives et partout sur le territoire. Et de la même manière, je suis persuadé que l'alliance contre nature de M. Mélenchon et de ses adversaires ne donnera pas le score que certains s'attendent à voir dans ce département. Dans ce département, ailleurs, notamment dans la France urbaine, très certainement ça fonctionnera, mais je doute que dans la France rurale ça fonctionne, et notamment on regardera de près ce qui se passe en Occitanie et ce qui se passe dans tous les départements d'Occitanie. Donc voilà, maintenant on est à votre disposition pour répondre à vos questions, et on va faire une campagne beaucoup plus allégée que celle que nous avions pu mener la dernière fois. Nous avions évidemment le poids d'un score difficile. Je rappelle que Marine Le Pen avait fait 34% la dernière fois, après un débat difficile, il faut aussi le dire. Je pense qu'on n'est plus du tout dans cette situation, et d'ailleurs, les moindres sorties que nous faisons sur le terrain sont totalement différentes de ce que l'on avait pu voir il
il y a 5 ans de cela, et évidemment on espère bien non seulement être en tête de ce premier tour des élections législatives dans le département, mais surtout d'arriver à convaincre au deuxième tour des majorités pour pouvoir envoyer au Palais Bourbon un maximum de députés des Pyrénées-Orientales. Voilà. Merci et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Oui, une question peut-être sur le casting, justement vous en parliez 100% féminin. C'est une volonté, un hasard, un message, ça s'est fait comment? C'est une volonté, oui. Un message aussi, parce qu'on nous accuse souvent d'avoir un électorat beaucoup plus masculin que féminin et de systématiquement mettre toujours les mêmes personnes. Là, moi, c'est une alliance entre les nouveaux et les anciens, en quelque sorte, puisque vous avez des candidates d'expérience, Madame Dogor-Tuche et Madame Sophie Blanc, qui sont déjà aujourd'hui des produits du Rassemblement national, et puis vous avez deux petites nouvelles, en quelque sorte, qui sont arrivées à l'élection municipale sans étiquette, et qui, depuis, ont fait leurs armes et sont candidates pour le Rassemblement national dans ces élections législatives. Et je pense que c'est aussi ce message-là. C'est, si vous voulez, l'alliage entre l'ancien et puis les nouveaux élus que j'ai pu présenter à cette élection municipale de Perpignan, et tout cela pour préparer aussi les élections d'après, parce qu'on va aller vers une longue période où il n'y aura plus d'élections. Et cette longue période devra être pour nous l'occasion d'implanter des candidats sur les villes qui comptent dans les Pyrénées-Orientales pour avoir un maximum d'élus la prochaine fois, et puis évidemment pour peser sur l'agglo, et puis pour peser sur les élections départementales et régionales dans le futur. Donc c'est un projet à long terme qui est en train de se dessiner, et vous avez là, j'allais dire, l'armature féminine de cette force politique qui s'installe, on va dire. Le Rassemblement national avait un député, a toujours un député sur la circonscription. Est-ce qu'il est facile d'amener des choses pour la circonscription, pour le département au niveau national, quand on est dans l'opposition? Écoutez, au regard du bilan de M. Gros, je vous poserai la même question pour les députés de la majorité. Donc, pas grand-chose, donc. Si vous pouvez, oui. Vous pouvez agir pour défendre des dossiers bien particuliers en matière agricole par rapport à la préfecture. Tout ce qui a un dénouement préfectoral, même si vous êtes un député de l'opposition, le préfet est obligé d'en tenir compte. Voilà. Et ça c'est évident. Les maires, la plupart, jouent le jeu et tiennent compte aussi du fait d'avoir un député. Regardez le score que nous faisons sur le littoral. Nous n'avons pourtant aucun maire sur le littoral. Et c'est des communes où ça va à plus de 60%. Je pense à Sainte-Marie, qui est la commune du maire de tous les maires, en quelque sorte. Je pense évidemment à Barcarès, je pense à Toreil, à Canet, etc. Donc on pèse électoralement, donc nécessairement il y a une influence et on arrive à faire des choses. Voilà. Mais j'allais presque vous dire, quand on fait le bilan des 5 ans, il va falloir que les députés En Marche m'expliquent ce qu'ils ont fait pendant 5 ans. Et même, je vais aller au-delà. Il va falloir que M. Castex nous explique ce qu'il a apporté dans son propre département alors qu'il est Premier ministre. Parce que ça aussi, ça m'intéresse. Vous avez peut-être déjà répondu, mais peut-être je n'ai pas entendu. Les candidats qui sont autour de vous et le candidat, c'est vous qui êtes allé le chercher ou c'est elles qui se sont proposées de venir à vos côtés? Vous savez, on travaille tous les jours ensemble, donc moi j'ai bien réfléchi à la question locale et à la manière de développer le Rassemblement national pour le futur. Donc je veux dire, ça s'est fait... oui. Vous avez fait des déçus? Oh, sûrement. Est-ce que vous avez été tenté, vous personnellement,
partir, d'être suppléant par exemple? Est-ce que la question s'est posée à un moment? Alors la question s'est posée, mais avec un problème juridique, c'est que si j'étais suppléant, je ne pouvais pas figurer sur les documents des autres, ni aider les autres candidats. Ah oui, Voilà, donc c'est la raison pour laquelle vous... voilà. Donc là, je serai présent sur les documents électoraux des Capenais, mais des 3 perpignanaises, parce que là, pour le coup, on va faire une campagne de terrain, maintenant que nous sommes libérés de toutes les contraintes que nous avons pu avoir pendant les départementales notamment. Donc ça va être une campagne de terrain. Comment vous expliquez l'absence de Madame Pujol, du coup, C'est-à-dire que cette deuxième circonscription, c'était mon élection. Donc elle a été députée parce qu'elle était ma suppléante. Et le siège envisage de former un groupe à l'Assemblée avec un certain nombre d'éléments qui sont le travail de terrain, d'implantation, de communiqué, de tribune, d'analyse. Être député, c'est pas seulement prendre des gerbes et les déposer devant les monuments, non. Il y a aussi tout un travail à faire. Et Madame Pujol m'a représenté, a représenté sa fonction de député. Mais je pense que dans la perspective que Marine nous a construite pour l'avenir, et Jordan Bardella, et de ce groupe parlementaire que nous attendons maintenant, parce que ce serait quand même anormal que nous n'ayons un, chacun des profils qui est ici représenté aura une mission évidemment spécifique dans ce groupe-là. J'ai proposé moi à Madame Pujol qu'elle soit adjointe de la mairie, mais je ne suis pas à sa place et elle a préféré décliner, alors que, évidemment, c'était une chance pour elle, ne serait-ce que d'être députée, mais on verra bien la suite. Pour l'instant, je n'ai plus de nouvelles, donc on verra. il y a eu quelques désaccords, oui, Elle a eu quelques désaccords, pas avec moi d'ailleurs, avec le groupe, avec l'Assemblée, avec ses collègues députés. Et ensuite, localement, elle est conseillère municipale, donc je veux dire, non seulement elle a été députée, mais elle est conseillère municipale, elle a eu largement de quoi exercer son mandat, se faire connaître et faire un travail de fond. Et elle pourrait continuer à le faire. Tout dépend de sa réaction et de ce qu'elle veut, mais je n'en sais rien. Vous en savez sûrement plus vous que moi. C'est toujours comme ça, vous savez. Quand vous avez des déçus, en général, vous apprenez les déceptions par la presse. Donc, j'attends de savoir. C'est bon? Écoutez, merci.